Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'émission À votre service. Avant de commencer l'émission, je tiens à m'excuser pour la voix que j'ai ce matin. Alors, en espérant que ça ne perdurera pas et que le tout va se dérouler proprement et correctement pour moi, que je puisse guérir et en même temps que ça ne vous dérange pas trop à la maison dans votre récepteur télévisuel. Alors, aujourd'hui à l'émission, nous recevons en premier lieu M. Simon Blais, qui est chargé de projet en agroforestier pour la coop de l'Arbre, qui va venir nous parler de la journée de la fête des sucres qui va avoir lieu très bientôt ici à Habitat 07 au quai de Baie-Saint-Paul. Nous recevons également M. Serge Gauthier, qui lui est président du Centre de recherche sur l'histoire et le patrimoine de Charlevoix, qui va venir nous expliquer qu'est-ce que c'est, dans le fond, un centre de recherche en histoire et en patrimoine. Nous allons également recevoir Mme Cassandre Lessard, qui est agente de promotion et de sensibilisation pour le Centre Forum Jeunesse, qui va venir nous parler cette fois-ci de l'encan chinois qui va avoir lieu très bientôt au Centre Forum. Et enfin, Mme Joanne Saint-Gelais, qui, elle, est directrice adjointe des loisirs et de la culture de la ville de Baie-Saint-Paul, qui vient nous inviter tous et chacun à venir participer à l'élaboration du futur plan d'action pour la politique culturelle de Baie-Saint-Paul qui devrait couvrir les années 2016 à 2021. Alors voilà, la table est mise, comme on dit. Bonne émission. Alors, Simon Blais, chargé de projet en agroforesterie de la coop de l'Arbre, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai dit agroforesterie, c'est agroforestier. L'un et l'autre, c'est pas mal la même chose. Nous, on parle d'alimentation, mais au lieu de le faire dans un cadre, disons, agricole ou maraîcher, on fait ça dans la forêt. On va voir dans la forêt ce qu'on est capable de trouver et d'exploiter en matière comestible. Donc, on dit agroforestier. D'accord, merci pour la précision. Bientôt, il y a une journée particulière qui va avoir lieu, effectivement, organisée par la coop de l'Arbre, Oui. qui est dans le fond la fête des sucres. Oui, annuellement, en fait, on essaie toujours d'organiser des activités publiques. Et puis, depuis quelques années maintenant, on est dans le domaine du sucre, du sirop d'érable et du sirop de bouleau. Donc, l'année dernière, on avait préparé une petite activité aussi pour le temps des sucres. Cette année, on récidive avec une activité qui est un peu plus englobante. On a différentes cordes à notre arc agroforestier. Et puis, on fait une belle fête toute la journée avec différents ateliers thématiques autour, bien sûr, du sirop de bouleau, mais aussi de différents produits. Puis en même temps, c'est pour célébrer le jour de la Terre. Puis c'est pour célébrer le jour de la Terre, fait que c'est de montrer notre attachement à cette terre-là, même la voie qu'on suit en forêt, de ne pas nécessairement aller exploiter une forêt de façon outrancière, mais d'aller en respect avec elle pour s'alimenter puis pour se déplacer. Donc tout ça, ça fait partie de nos valeurs. Donc c'est une belle fête du printemps qu'on a. Il y a un éveil actuellement à ce niveau-là. Je regarde, on va en forêt cueillir des champignons, on va en forêt cueillir des baies ou des fruits sauvages. On va en forêt maintenant pour réellement s'alimenter de plus en plus. Oui, en fait, ça fait pas partie de notre culture culinaire nécessairement. Nous, on va toujours aux petites fraises ou on va au bleuet, alors qu'en Europe, ils vont au cèpe. Mais de plus en plus, ces nouveaux produits-là, les thés, les champignons, ça entre dans notre culture culinaire tranquillement. Puis les gens découvrent cette nouvelle activité-là en forêt de plaisance qui est d'aller, par exemple, aux champignons, qui a vraiment un engouement spectaculaire depuis quelques années. Est-ce que c'est plus vis-à-vis les jeunes, les plus jeunes, ou bien non, finalement, pas mal toutes générations? Oui, ça touche vraiment toutes les générations. Autant je rencontre des personnes âgées qui ont marché leur terre à bois toute leur vie, puis qui la voient maintenant avec un tout relais, parce qu'ils étaient habitués de se débarrasser des champignons. Quand il y en avait un dans le chemin, on ne touche pas à ça, les enfants. Puis maintenant, ils amènent leurs petits-enfants aux chanterelles puis au bolet. Donc, il y en a des très bons, il y en a des moins bons. Il y en a qu'il faut éviter. C'est certain qu'avec cet engouement-là, il y a aussi la connaissance puis tous les éléments de prudence qui sont de plus en plus connus. Donc, c'est sûr qu'il faut toujours faire attention, mais il ne faut pas nécessairement craindre cette activité-là d'être en forêt puis de trouver toutes sortes de petits aliments.
La fête des sucres, donc on parle des Oui. sucres et non pas du sucre juste de l'érable, mais parce qu'il y a un autre sucre qui est le sucre de bouleau, Oui. que les gens redécouvrent, pas redécouvrent, mais qui découvrent de plus en plus, parce que c'est Qui est quand même assez récent et nouveau. C'est assez récent même que la production au Québec est somme toute assez limitée encore. Alors que, par exemple, en Alaska ou dans l'Ouest canadien ou en Europe de l'Est, c'est déjà populaire depuis quand même des années, étant donné qu'ils ont moins d'érable, ben, ils faisaient le sucre avec la sève du bouleau. Ici au Québec, c'est nouveau. Il y a quand même quelques entreprises qui en commercialisent depuis quelques années, mais c'est fait de façon artisanale. C'est pas encadré comme la production de sirop d'érable est classifiée puis est encadrée maintenant. Puis c'est un produit qui est tout à fait différent. C'est pas comme le sirop d'érable, c'est un sucre qui vient de la sève certainement, mais c'est beaucoup plus corsé au goût, plus boisé. Au même niveau de sucre que l'érable, autour de 60 degrés Brix, on obtient un sirop qui est plus foncé, qui a une plus grande amertume que l'érable, qui semble plus sucré effectivement, mais c'est complètement différent. Ça rappelle un petit peu le goût de la mélasse ou ça peut remplacer un vinaigre balsamique, donc ça va être vraiment un condiment, alors que le sirop d'érable, c'est un sirop qu'on peut mettre sur des crêpes. Le sirop de bouleau, on va l'utiliser en petite quantité à travers des recettes. Donc c'est un produit qui est complètement différent, mais c'est un sucre de sève, un sucre naturel qu'on voit tranquillement apparaître sur le marché québécois. Et la Coop de l'Arbre se positionne pour faire du sirop de bouleau un produit signature de Charlevoix. On voit de plus en plus des chefs l'utiliser dans leurs recettes, là. Donc ça prend de l'ampleur et les gens découvrent cette nouvelle saveur-là. Les chefs, c'est eux qui portent le flambeau du sirop de bouleau. C'est sûr qu'on ne peut pas tout faire avec le sirop de bouleau. Il y a certaines choses qu'il faut respecter pour ne pas justement augmenter son niveau d'amertume quand on le cuit trop, par exemple. Donc les chefs, c'est eux qui sont les premiers à le mettre sur le menu puis à montrer aux gens la bonne façon de les utiliser puis de le mettre en valeur. Ça peut être très, très simple, ça n'en prend pas des grandes quantités, mais ça peut faire toute la différence, par exemple en gastronomie, où là, les chefs vont utiliser ce produit-là avec parcimonie parce que c'est l'usage qui est approprié pour un produit. Bravo, ça évolue continuellement, quoi. Une particularité aussi, c'est que le sirop de bouleau ne se récolte pas à la même période que le sirop d'érable. Ça se chevauche un petit peu, mais le sirop d'érable, ça arrive un petit peu avant. C'est pas le même processus là, qui est à la base de la coulée, si on veut. Donc, le sirop de bouleau, il faut vraiment que le bouleau ait le pied dégagé, que le sol soit bien drainé en eau. Et puis, donc, ça donne à être une période un petit peu après l'érable. D'ailleurs, quand on parle aux vieux acériculteurs, ils nettoyaient leur système après avoir fait leur année de sirop d'érable avec l'eau de bouleau qu'ils récoltaient. Donc, ça arrive un petit peu après et c'est pas, comme je disais, c'est pas pareil. Alors que l'érable, ça prend du gel la nuit puis des températures chaudes le jour. Le sirop de bouleau, lui, coule jour et nuit pour une concentration en sucre qui est beaucoup moins élevée. Donc, si l'érable, on est à 40 litres d'eau pour 1 litre de sirop, le sirop de bouleau, on tourne plus autour de 150 pour 1, voire plus dans notre cas. Il faut que ça coule. Ça veut dire qu'on en récolte des grandes quantités, mais c'est beaucoup d'énergie pour transformer ça, pour mettre ça dans les petites comprend bouteilles. Pourquoi les vieux ne faisaient que nettoyer leur système avec ça, parce qu'ils n'étaient pas au fait de... Ils en faisaient, en très petite quantité, ils en faisaient. Donc, ça arrivait que les gens disaient « Ah ouais, on goûtait à ça du sirop de bouleau ». Mais étant donné qu'ils le faisaient chauffer un petit peu trop, comme l'érable qui tolère mieux, la composition des sucres de l'érable tolère mieux d'être bouillie à plus grande température, alors que le bouleau, il ne faut pas trop le cuire. Donc, les vieux avaient tendance à le brûler, donc ça donnait un sirop très amer. Les gens n'ont pas une bonne impression de ça, mais quand on respecte le bon procédé, ça donne un sirop qui est quand même bien balancé avec le sucre. Alors, si on veut découvrir ce sirop de bouleau-là, on s'en va effectivement à la fête des sucres, comme on le disait tantôt, le 23 avril, à Habitat 07, ici, au quai de Baie-Saint-Paul. Oui, à la Maison écologique de Baie-Saint-Paul, près du quai, qui est un site magnifique où la Coop de l'Arbre a élu domicile depuis quelque temps. Donc, on organise une belle fête, c'est de 10h30 le matin jusqu'à 16h l'après-midi. On a toutes sortes de belles activités sur le menu. Bien sûr, la tire sur la neige, certainement les dégustations de sirop de bouleau où on va explorer un peu plus loin le potentiel de ce produit-là. Mais on va avoir aussi un atelier sur la roue des flaveurs de l'érable, qui est un outil... On ne parle pas des saveurs, on parle des flaveurs. Des flaveurs, donc qui est un mélange entre les odeurs, les saveurs et toute l'impression qu'on peut avoir de l'érable. Donc, c'est une espèce de roue, comme il s'est fait pour goûter le vin ou l'huile d'olive.
mais avec un lexique propre au sirop d'érable. Et on peut voir à différents moments de l'année différents goûts que peut avoir le sirop d'érable. Donc, c'est une activité sur l'heure du dîner qui est très intéressante pour ceux qui veulent déguster un petit peu plus finement le sirop d'érable. Ensuite, on a une balade en forêt où on va voir différents petits bourgeons et différentes plantes comestibles dans le boisé du quai. Donc, à ce temps-ci de l'année, évidemment, il n'y a pas de champignons ni de petits fruits, mais il y a des petits bourgeons, des petites écorces qu'on peut récolter qui sont savoureuses et qu'on peut utiliser en épices ou en infusion. Donc, on va aller explorer ce monde-là. Puis, dans l'après-midi, on va aussi déguster ces produits-là, les tisanes, les épices boréales, avec un apéro forestier pour terminer la journée. Si on veut se réapproprier son environnement forestier, c'est la place et c'est la journée. Là. Oui, c'est la journée, c'est gratuit, c'est une activité publique. Donc c'est familial aussi? C'est familial aussi. D'ailleurs, il va y avoir un petit coin aménagé pour les enfants. Il y a de l'espace pour jouer. Donc, c'est un bel endroit pour sortir à Baie-Saint-Paul samedi le 23 avril et venir célébrer le temps des sucres, mais aussi toute cette nouvelle tendance culinaire-là autour de la forêt que la Coop de l'Arbre porte depuis maintenant quelques années. Alors, c'est super. On espère qu'il fera aussi beau qu'aujourd'hui. Il annonce très beau. Le printemps, c'est toujours très beau. Fait que on fait ça, même s'il y a des petits nuages le printemps, il faut que ça rime avec la joie. Donc, beau temps, mauvais temps, c'est dans le jeu dehors. Puis là, en plus, on peut découvrir des flaveurs, pour employer l'expression. Oui, effectivement. Et goûter à un sucre qu'on connaît plus ou moins. Qu'on commence à s'approprier, mais qui est certainement à découvrir. Donc, à travers différentes dégustations, ça permet aux gens de pas juste goûter au sirop de bouleau, mais voir comment on peut l'intégrer dans l'alimentation. Donc, ça va être gourmand et gourmet. Gourmand et gourmet. Donc, tous ces gourmands-gourmets-là sont invités à cette belle journée. Oui. Alors, on répète la date, le 23 avril, Habitat 77, au quai de Baie-Saint-Paul. Habitat 07, près du quai de Baie-Saint-Paul. 07, voilà. J'ai dit quoi? 67. Ben oui, bon. Peut-être la célébrera-t-on un jour de cette façon. Super. Alors, c'est une invitation qu'on lance à tous. Oui. Et on va sûrement se revoir sur place. Certainement. Et puis, sinon, vous pouvez regarder le calendrier de la Coop de l'Arbre sur sa page Facebook ou sur le site Internet. On a beaucoup d'activités à compter de ce dimanche. Il y a les ateliers sur la taille des arbres. Il va y avoir également, à la fin du mois d'avril, un atelier sur la culture des champignons. Donc, beaucoup d'activités agroforestières comme ça et d'ateliers de formation que la Coop de l'Arbre offre. Donc, je vous invite à nous suivre puis à vous joindre à une de ces activités-là qui se promettent d'être très instructives. Voilà, pour se coucher moins ignorant le soir. Donc, on participe à ces ateliers-là. Et plus intéressé encore. On s'intègre davantage à notre environnement. Exactement. Merci beaucoup, Simon. Ça fait plaisir. Alors, M. Serge Gauthier, président du Centre de recherche de l'histoire et du patrimoine de Charlevoix, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue et re-bienvenue à l'émission. Ça me fait toujours plaisir. C'est toujours intéressant d'entendre parler d'histoire et de patrimoine, alors on va se nourrir de vos paroles. Juste avant de commencer, j'ai su que récemment, vous aviez eu un don fait par le docteur Dupuis pour la fameuse forgerie, là. Ah oui, la forge Riverain, la forge du forgeron Riverain, Louis Riverain. Oui. On a eu 2000 $ du docteur Jean-Luc Dupuis. C'est un premier don d'importance. Il y en a eu d'autres depuis. On a un objectif de 100 000 $ et tous ceux qui veulent nous aider, c'est bienvenu. Il s'agit d'aller sur le site de la Société d'histoire, le site Société d'histoire de Charlevoix, Internet, et vous pouvez faire un don. Et tous les dons nous permettront de sauver cette forge-là qui le mérite. Qui le mérite. Elle a du vécu. 175 ans. 175 ans. Hein? Regarde, il n'y en a pas beaucoup, je pense, de résidents de 175 ans ici dans le secteur. Dans Charlevoix et à l'Amalbaie en particulier, là, c'est assez rare. C'est assez rare. Quelque chose qui a été conservé et qui n'était pas si vieux. Là. En 2004, il était toujours forgeron. Alors, c'est pas vieux, ça. OK. Donc, l'histoire, c'est assez récent là, où ça s'est terminé. Oui, exactement. Parlant d'histoire, il y a beaucoup de projets faits par le Centre de recherche. Oui. Le Centre de recherche, je vais bien préciser, a été fondé en 1999, ici même à Baie-Saint-Paul d'ailleurs, et l'objectif, dès le début, était de
d'amener de l'expertise. Parce que c'est bien beau, des fois, on peut faire de l'histoire en amateur, c'est agréable, mais on pense que c'est important qu'il y ait de l'histoire aussi avec des experts, avec des gens qui vont, pour que les livres soient durs, en fin de compte, et qu'ils soient en lien avec ce qui se fait en histoire dans les universités ailleurs. Ça ne veut pas dire que le livre est plus compliqué, ça veut dire tout simplement que c'est un livre bien fait, fait selon les normes. Et ça, ça a fait ses preuves depuis, parce que nous, on fait de la vulgarisation qui est reconnue dans les universités. Notre revue sert à travers les universités et est lue par tout le monde en général. Si on comptait à 1000 copies l'exemplaire, notre revue, qui est tirée chaque fois, là, depuis 30 ans, imaginez comment ça a circulé, cette revue-là. Alors donc, mais en même temps, elle peut être reçue par un professeur d'université. Alors, le centre de recherche regroupe des chercheurs, ça peut être des membres de la société qui ont des diplômes, évidemment, il faut avoir un peu de formation, et aussi des universitaires qu'on va chercher dans les différentes universités. On n'est pas, disons, associé à une université, mais on est en lien, en réseau avec plusieurs. Et donc, ça donne à Charlevoix un point d'ancrage pour les recherches en histoire qui est très solide et qui marche bien actuellement, parce qu'on a plusieurs projets en cours. Parce que la mission, c'est de parler de Charlevoix. C'est-à-dire que faire que les recherches en histoire, ethnologie particulièrement sur Charlevoix, soient bien faites et soient solides, et que ce soit un document de référence. Donc, moi, je ne veux pas que, disons, demain matin, un livre qui est fait par un amateur ou n'importe quoi, ça peut être amusant, mais demain matin, personne ne va le regarder, les universitaires vont dire, bon, nous, ce qu'on fait, c'est acceptable et c'est même souvent fait par eux. C'est fait par des professeurs. La dernière revue, par exemple, on a eu des universitaires qui ont fait des articles et ça se lit très bien. Et c'est grâce à la démarche du centre, ça. C'est super dans ce contexte-là. Oui. Donc, il y a du sérieux, puis il y a de la documentation, il y a de la recherche, c'est le cas de le dire. C'est ça. Nous, on a déjà un nombre important d'archives. À date, on avait évalué au moins 60 mètres linéaires de documents qui appartiennent à la Société d'histoire. Et ça, c'est disponible aussi pour les chercheurs. Donc, ça peut être aussi dans la forge éventuellement, c'est ce qu'on souhaite, des lieux, des espaces pour que des chercheurs viennent dans Charlevoix, soit résider, soit faire des rencontres, faire des colloques, et de telle façon que quand ils arriveront ici dans Charlevoix, ben, ils pourront avoir un lieu d'accueil. La forge peut servir à ça, par exemple. Et ça nous permettra d'aller encore plus loin. Et même des gens pourront participer à des colloques scientifiques, à des activités avec des chercheurs et apprendre à... Comme ça, on va avancer beaucoup plus. À échanger, à discuter, à argumenter, à découvrir. En ethnologie, vous savez, le folklore de Charlevoix s'est étudié depuis longtemps, depuis le début du 20e siècle au moins, par Marius Barbeau. Et à l'Université Laval, actuellement, ils ont fermé le programme d'ethnologie. Alors nous, on peut peut-être devenir une sorte de relais pour continuer ça, parce que si on veut penser à développer des recherches scientifiques sur l'ethnologie, le folklore de Charlevoix, bien, ça va peut-être être le centre de recherche seulement qui va faire ça dans l'avenir, parce que les universitaires se sont éloignés. La culture traditionnelle ou notre culture québécoise, charlevoisienne, actuellement, il n'y a pas beaucoup de lieux où c'est porté. Alors, c'est bien que nous, on puisse amener l'expertise universitaire et c'est vraiment l'objectif du centre. On recevait tantôt M. Simon Blais, qui est dans le domaine forestier. Il parle du sirop de bouleau et où il y a une tendance présentement où les gens retournent réellement à la terre, donc quasiment aux origines et à l'évolution qu'a pu connaître Charlevoix à ce moment-là, parce que c'est une région particulière. Oui, on connaît très mal, c'est vrai. Eh bien, on sait que, entre autres, l'ethnologie, le folklore, l'artisanat, tout ça a été des lieux où Charlevoix a excellé. Alors donc, c'est bon qu'on en garde la trace. Et actuellement, en tout cas, au niveau des chercheurs, par exemple, je suis le président, il y a Normand Perron qui était de l'INRS, Christian Harvé de la Société d'histoire. On a un étudiant de l'UQAC qui termine une maîtrise en études régionales et on a aussi un étudiant au doctorat en géographie. Ça, c'est des gens qui, actuellement, sont en lien avec nous pour différents projets de recherche. Et ça peut s'élargir encore. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parmi les projets qui s'en viennent, il y a une biographie sur M. Forget, Rodolphe Forget, qui a laissé sa marque très importante ici dans la région. Qui chemine depuis un bout de temps. On sait qu'il y en a beaucoup de livres. Je ne veux pas dire que c'est des livres amateurs qui sont parus, mais c'était un roman, c'était... la recherche qui s'en vient sur Forget est une recherche de fond, faite par Christian Harvé, et l'objectif est de vraiment le faire connaître comme il faut. Parce que souvent, on a des images sur lui qui ne sont pas tout à fait justes. Beaucoup de gens qui ont colporté toutes sortes de légendes autour de Forget. Là, on n'est plus dans la légende dans ce projet-là. On fouille et
c'est l'archive. Vous savez, l'important en histoire, c'est le document archivistique. Et ce qu'on trouve, c'est ça. S'il n'y a pas d'archives, on ne peut pas inventer en histoire. Alors donc, la biographie de Forget, elle va relater la vraie vie de Forget, ou ce qu'on sait. Et c'est pour ça que le projet chemine tranquillement. Il y a eu quelques livres qui sont parus, on les laisse paraître. Et je pense que le jour où cette biographie-là va paraître, probablement en 2017, ce sera important. Parce que là, on aura vraiment une image de Rodolphe Forget qui va être crédible auprès des chercheurs universitaires, qui va intéresser tout le monde et qui va surprendre. Ça, c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, pour la génération des plus jeunes, c'est le domaine Forget que l'on connaît, mais il en a fait des choses pour Charlevoix. Charlevoix ne serait pas aujourd'hui ce qu'il est si lui n'avait pas été là. À titre de un des premiers millionnaires canadiens-français qui a fait sa marque, c'est quelque chose d'important, mais on le connaît souvent sous des angles un peu qui ne sont pas vraiment ce qu'il était. Alors donc, on aura des surprises. Bon. D'autres projets aussi. Vous allez faire un projet sur un des artistes? Oui, on a eu, en fait, c'est moi qui a, entre autres, pu trouver on a une immense documentation sur un sculpteur de Charlevoix qui était très important, d'ailleurs, dont les œuvres ont été exposées ici à Baie-Saint-Paul pendant longtemps. On en cherche une, d'ailleurs, on ne sait pas où elle est actuellement. Là. Est-ce que la ville l'a perdue ou elle est encore là, on espère. Il s'appelle Jean Gauguet-Larouche. Et il a eu une carrière exceptionnelle dans les années 60. Par la suite, il a été oublié complètement. Et par un retour des choses assez étonnant, j'ai pu rassembler toute une documentation qu'on a retrouvée tout d'un coup dans une maison. Et ça donne actuellement des douzaines de boîtes de toutes sortes de choses. Et il y aura un livre biographique sur lui que je vais faire. Et entre autres, en lien avec Mme Lise Bissonnette, l'ancienne directrice du Devoir, qui était sa grande amie et qui nous a... il est originaire de la Malbaie. Et il a vécu la fin de sa vie à Saint-Siméon. Et il a participé ici au Festival folklorique, à plein d'événements. Alors, s'il y a des gens qui, à Baie-Saint-Paul ou ailleurs, se rappellent de lui, là, contactez-nous à la Société, contactez-moi. C'est facile, 665-8159. Et je prends tous les témoignages que je peux sur ce grand personnage-là. Bien qu'actuellement, j'ai beaucoup de documentation, mais puis si vous retrouvez la sculpture qui était face à l'église. Qui représentait quoi? C'est un sculpteur très moderne. Hein? Ça, c'est intéressant. Alors, donc, c'était comme une espèce de boule avec ce que les gens appelaient des piquants à l'époque. Il y a des gens qui ne trouvaient pas ça beau, okay. Mais c'était un sculpteur d'avant-garde. Hein? Alors, donc ça, c'était devant l'église de Baie-Saint-Paul. Et si quelqu'un peut me dire où elle se trouve, je serais très content. Parce que souvent, il a été à l'origine du 1 Gauguet-Larouche. Okay. Et le 1 ça veut dire que 1 est consacré que le gouvernement dans toute bâtisse. Oui. Mais malheureusement, avec le temps, et lui, il disait aussi, les œuvres extérieures en particulier, des sculpteurs, ça disparaît. Alors donc, on n'a pas eu de mémoire là-dedans non plus. Alors donc, si vous la trouvez, on serait heureux. Mais il y en a d'autres aussi, j'en ai retracé à travers le Québec. Une à Schefferville. Alors, il dépassait les frontières de la région. Oui, largement. Ah. D'autres projets aussi qui sont en soi sur des articles sur l'agriculture, parce que l'agriculture, c'est de beaucoup modifier au fil du temps dans Charlevoix. Oui, Normand Perron a fait un doctorat sur l'agriculture dans Charlevoix. C'est assez incroyable. C'est un livre qui est publié d'ailleurs. Et ce qu'on lui a demandé pour notre revue, c'est de faire une série d'articles qui, là, présente tous les aspects de ce qu'a été l'agriculture dans Charlevoix et de ce qu'elle est devenue maintenant, jusqu'à aujourd'hui, en fait. Et ça sera à peu près 15 articles qui vont paraître au fur et à mesure dans la revue et qui vont faire un ensemble assez intéressant. Peut-être ensuite, ça pourra faire un livre, d'ailleurs, qui montrera des choses aussi étonnantes que, par exemple, la dinde de Charlevoix, qui est aujourd'hui bien oubliée. On avait la poulette grise à la Malbaie, qui était une grande industrie, mais ça s'appelait la Murray Bay Turkey. Et se vendait à New York. À New York. Alors, il y aura un article là-dessus dans la série. C'est des choses étonnantes. Hein? On pense que Charlevoix était isolé. Ben, au début du 20e siècle, la dinde de Charlevoix se vendait à New York. Aujourd'hui, est-ce qu'on en vend des choses à New York? New York, on les bagels de Montréal. Nous autres, on avait la dinde de Charlevoix. Voilà. D'autres domaines aussi, le fromage, le lait, tout ça est raconté dans cette série-là au fur et à mesure. Les sociétés d'agriculture qui étaient très fortes à l'époque, où les gens apprenaient des nouveaux trucs, et puis le changement aussi, le passage de l'agriculture avec des
traditionnels, chevaux, et puis les tracteurs, et puis tout ça. Tout ça, c'est intéressant. Et ça, c'est dans la revue. Alors, il faut vous abonner à la revue et vous allez avoir les articles au fur et à mesure. Alors, la revue devient un peu le centre d'intérêt qui décrit passablement l'ensemble de vos activités au fur et à mesure que ça se développe. Oui, la revue publie des articles qui sont scientifiques et qui sont générales aussi. Et les éditions Charlevoix publient des livres d'auteurs scientifiques. Alors, donc, on vise à publier les chercheurs qui sont au centre quand ils ont des documents qui sont prêts. Alors, ça ne chôme pas chez vous, là? Non, il ne faut pas chômer. On n'a pas beaucoup d'argent, mais on travaille. On va chercher son plaisir, effectivement, dans l'aspect recherche et production de documents qui viennent enrichir les connaissances de Charlevoix, finalement. Oui, puis montrer que Charlevoix n'est pas né d'aujourd'hui. Et puis que si on en tenait compte un peu plus, bien, il y a beaucoup de choses, beaucoup moins d'erreurs qu'on ferait. Ça, c'est évident. Mais il ne faut pas voir ça négativement, mais se dire, bon, ben, prenons. Puis c'est une expertise qu'on a, là, qu'on offre. Souvent, on dirait qu'on combat un peu l'expertise dans Charlevoix. On se donne, on va le faire nous-mêmes. Prenons donc le temps de voir qu'est-ce qui s'est fait avant, qu'est-ce qui peut se faire. Et puis ça va enrichir. Le centre, c'est là pour ça. Bon, bien, écoutez, le message est passé. Merci beaucoup pour votre visite, M. Gauthier. Puis on incite les gens et on les invite fortement à vous suivre avec la revue puis à s'abonner, pourquoi pas. www.shistoire-charlevoix.com pour les dons à la forge, pour s'abonner à la revue et pour acheter tous les livres des éditions Charlevoix. Super. Merci beaucoup. Merci. Alors, Mme Cassandre Lessard, agent de promotion et de sensibilisation pour Forum Jeunesse, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une activité majeure qui s'en vient, qui s'appelle l'encan chinois. Oui. Ça fait plusieurs années, là. Vous ne savez pas le nombre d'années. Oui, on a beaucoup derrière la cravate des encans chinois. Alors, vous savez c'est quoi un encan chinois? Oui. Ben, pour ceux qui ne le savent pas, on va le répéter, qu'est-ce qu'un encan chinois? Un encan chinois. Dans le fond, on a 3 tables. 2 tables à 2 $ et une table à 5 $. Les gens doivent acheter des numéros. Donc, ils lèvent la main, l'encanteur fait le tour des tables, il achète des numéros. Des numéros qui représentent quoi? Un prix? En fait, ça va être un tirage par la suite. Donc, les gens écrivent leur numéro que l'encanteur leur a donné. Quand on ne vend plus de numéros, on ferme l'encan et on procède au tirage. Okay. Donc, admettons qu'il y a 500 numéros qui sont tirés. Les 500 numéros sont dans la boîte. Les gens ont écrit leur numéro sur leur feuille. Puis, si leur numéro est tiré, ils vont chercher un cadeau sur la table. Qui n'est pas le numéro, c'est pas le cadeau avec le numéro en question. Non, donc premier pigé, premier qui a le choix sur l'ensemble des cadeaux que sur la table. Okay. On y va une table à la fois. Quand vous dites table, est-ce que les tables, il y a des prix qui sont moins importants, d'autres plus importants? Bien, plus la table A, plus la valeur augmente. La table A, la table B, la table C. Donc, il y en a pour tous les goûts, là. Pour vrai, on va avoir à peu près pour 15 000 de cadeaux cette année. 15 000 de cadeaux. Donc, là, ça rentre encore, là, les cadeaux. Là. Donc, on est très contents. Pour vrai, il y en a pour tous les goûts, là, que ce soit de l'hébergement, que ce soit des œuvres. Dernièrement, on a eu un Jimmy Perron, un Guy Paquette. Wow. Ensuite de ça, on a des forfaits dans des restaurants, des produits du terroir, de l'artisanat, des meubles de jardin, des meubles pour la maison. Donc, je pense que tout le monde... Oui. Le challenge est là. La population a à cœur sa jeunesse, oui, quoi. Oui, on est très content de la réponse des commanditaires. On apprécie énormément. Alors, ça peut se dérouler sur combien de temps, ça? La soirée commence à 18h30, donc on souhaite commencer sûrement l'encan vers 19h. Puis absolument, c'est 2-3 heures d'encan, là. Comme il faut, là, il y a des pauses aussi entre les encans parce que l'encanteur, il travaille fort, puis il faut qu'il reste concentré là, à tout dire les numéros sans arrêt, là, des fois, ça monte, c'est assez élevé, là. Donc c'est ça, là. C'est quand même excitant. Il finit sa soirée un peu comme moi, avec une extinction de voix. Oui, c'est ça, oui. Donc, oui. Il faut qu'il se promène entre les tables, puis en tout cas, à chaque année, on a beaucoup de plaisir. On rit beaucoup. Ceux qui vont à l'encan, c'est monsieur et madame tout le monde? Oui, on invite la population en général. Dans le fond, les sous amassés reviennent à nos activités avec les jeunes, puis aussi dans le but de poursuivre notre mission
auprès de la communauté, auprès des jeunes. Donc, les sous investis reviennent directement à la cause des jeunes. Parlons-en de la mission. Oui. Forum Jeunesse, là, on connaît la maison, mais c'est plus que ça. En fait, la mission en soi, c'est un milieu de vie pour les 12 à 17 ans au contact d'adultes significatifs deviennent des citoyens actifs, responsables dans leur communauté. Donc, le but, c'est ça, c'est de développer avec les jeunes, d'offrir avant tout un milieu de vie où est-ce qu'ils se sentent bien, où est-ce qu'ils se sentent dans leur maison, donc qui leur ressemble. Puis tout le temps avec 2 animateurs intervenants avec eux présents. Mais aussi, c'est des projets, aussi, on collabore beaucoup avec les autres organismes de la région, on est présent. Des fois, on est omniprésent, je dirais. Des fois, on est là, mais tu sais, justement, les gens, ils nous voient peut-être moins. Là. C'est pour ça qu'aussi, des encans comme ça nous donne une visibilité. Puis aussi, c'est concret. Donc, si les gens viennent à l'encan, ça va directement pour les jeunes. Donc, le cause à effet est flagrant. Ouais. On voit qu'effectivement, depuis le temps que ça existe, c'est quand même 30 ans. Oui, 30 ans. Est-ce que les jeunes de là, 30 ans sont différents des jeunes d'aujourd'hui? Un ado, c'est un ado. OK. En même temps, puis, tu sais, on est une vieille équipe, donc on les voit changer, on les voit évoluer aussi. Tu sais, on peut voir avec les années l'évolution des jeunes. Tu sais, c'est des jeunes allumés, c'est des jeunes informés, c'est des jeunes impliqués aussi énormément, puis c'est des jeunes qui ont des questionnements comme tous les adolescents ont eu à travers les âges. Je pense qu'un adolescent, c'est un adolescent. On se remet toujours en question, on discute la famille, on la critique. L'école, la relation avec les amis, les relations amoureuses, tu sais, les premiers emplois aussi, tu sais, c'est tout, ça fait partie d'un développement d'un adolescent. La technologie telle qu'on la connaît aujourd'hui, est-ce qu'elle influence beaucoup dans le développement de la jeunesse par rapport à... C'est sûr qu'elle est beaucoup plus présente. Là. On s'entend que des téléphones cellulaires, c'est la majorité. C'est la majorité aussi qui ont Facebook, qui ont Snapchat et tous ces nouveaux médias sociaux qui existent. Mais ça n'empêche pas qu'on a des contacts privilégiés avec eux. On essaie aussi de se mettre à jour. On est rendu avec une page Facebook qu'on invite les gens à aimer notre page. Donc, on essaie d'être à jour là-dedans aussi. On suit la vague. On s'adapte. Oui, c'est ça. Notre rôle aussi, c'est de s'adapter puis de répondre aux jeunes maintenant. Parce que si je recule de là 30 ans, je dis c'était plus une gang. Ouais. Aujourd'hui, avec les médias sociaux, on est en contact avec le monde, mais finalement, on est seul. Alors, je me demandais... Mais c'est pour ça, je pense que le milieu de vie est mis en valeur. C'est que peu importe d'où tu viens, de quelle situation socio-économique tu viens, la Maison des jeunes est très inclusive. Donc, la différence, on l'accepte à bras ouverts. Donc, souvent, ce que ça fait, c'est que les jeunes qui viennent à la Maison des jeunes, c'est une gang qui se crée à la Maison des jeunes. Donc, puis aussi, avec notre ressource en milieu scolaire, aussi, ça crée un pont entre le milieu scolaire, les jeunes qu'on voit le jour à l'école, puis le soir en animation. Aussi, le pont se fait automatiquement, les jeunes, ils le savent, ils nous connaissent. Donc, le pont se fait facilement. La maison, on la connaît ici à Baie-Saint-Paul, mais elle a des endroits où vous œuvrez aussi, comme à Petite-Rivière-Saint-François et Saint-Hilarion. On a des antennes, dans le fond, on appelle les points de service. Dans le fond, les points de service sont nés dans les années 2000 à Petite-Rivière et à Saint-Hilarion. Puis on est présent aussi en milieu scolaire depuis une quinzaine d'années, si c'est pas plus. Donc, et même plus, on est né du milieu scolaire, en fait, Forum Jeunesse. Donc, mais la ressource, dans le fond, elle s'occupe du café étudiant. À l'école scolaire, on offre aussi des ateliers dans les classes aussi de manière ponctuelle. Donc, le pont se fait, puis la collaboration est bonne avec la commission scolaire à ce sujet-là. Vous êtes combien là à travailler? On est une dizaine, à temps plein, à temps partiel. Donc, nous, les animations Maison de jeunes, c'est vraiment de septembre à juin. Ensuite de ça, on ferme nos milieux de vie. Et après ça, l'été, c'est le travail de milieu. Donc, il y a 2 intervenants qui vont commencer mi-juin, puis qui vont arpenter les rues de Baie-Saint-Paul pour aller voir les jeunes dans les endroits où ils se tiennent.
Alors, s'ils ne viennent pas à nous, c'est nous qui C'est allons... ça, on voir. s'adapte. Et voilà. Ouais. Ah, ben, c'est super, Ouais. ça. Alors, on répète. Oui. C'est l'encan chinois, 23 avril. Oui, 23 avril. De quelle heure à quelle heure? À partir de 18h30, les billets sont au coût de 5 $ pour l'entrée. En dessous de ça, les gens apportent leurs sous pour pouvoir acheter des numéros. Puis voilà, c'est Est-ce qu'il faut 23. réserver à l'avance? C'est possible d'appeler Oui. au 435-3139 ou aller sur notre page Facebook à Forum Jeunesse. Bon. Alors, c'est quand même facile simple. d'accès. Oui, On sait vous reconnaître. oui. Ben, bon succès. Bien, merci. Merci à vous. Alors, Joanne Saint-Gelais, directrice adjointe des loisirs et de la culture de Baie-Saint-Paul, bonjour. Bonjour, M. Charret. On est ici pour jaser d'un gros plan qui s'en vient. On appelle ça un plan d'action pour la politique culturelle de Baie-Saint-Paul. Oui, Ça va avoir lieu très bientôt, là. oui, tout à fait. En fait, on organise une consultation publique le mardi 3 mai en soirée à 17h afin que le plus de gens, évidemment, possible puissent participer. Alors, l'objectif est d'inviter les citoyens, les représentants d'organismes culturels, les artistes à venir assister à cette activité-là, qui est le moment où on va réfléchir ensemble et qu'on va commencer à créer et identifier les actions à réaliser pour les prochaines années. Parce que la culture, c'est important à Baie-Saint-Paul. Tout à fait. Ça fait partie de l'identité culturelle de la ville. Hein? Baie-Saint-Paul, ville d'art et de patrimoine. Donc, c'est vraiment attaché à son identité, attaché à son histoire. Mais c'est sûr aussi à son développement, parce que c'est sûr que Baie-Saint-Paul a beaucoup investi du point de vue culturel. Ça fait quand même, dans le fond, la politique culturelle a été adoptée autour des années 2000. Donc, ça fait quand même déjà 15-16 ans là, qu'effectivement, qu'elle s'est dotée d'une vision plus précise par rapport à ça. Là. Quand on regarde, on recule dans le passé, là, en l'an 2000, là, au moment où ça s'est créé. Donc, on a jeté des bases, effectivement, de ce plan-là en termes de vision. Qu'est-ce qui en est ressorti qui est encore présent aujourd'hui par rapport à cette période-là où ça a été lancé comme plan? Bien, de nombreuses choses, là. Évidemment, le premier plan d'action était beaucoup, comme c'était issu des mémoires aussi là, des organismes et des citoyens, du travail des tables là, qui avaient rédigé la politique. Il y avait plusieurs projets précis d'identifier à réaliser. Bon, parmi ces deux-là, on va dire les deux plus gros, c'est sûr, c'était la création d'un poste, donc d'une personne dédiée pour prendre charge pour directement. prendre charge de la culture, ce qui n'existait pas à ce moment-là à la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, ce fut le cas. Donc, ça a été créé en 2004. On peut bien en parler, mais ça prend quelqu'un qui suit les choses au quotidien, là. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est arrivé. Donc, il y a eu la création du poste d'agent de développement culturel. Puis, il y a eu aussi, c'était un souhait aussi qui était identifié, que les organismes, les artistes, les citoyens puissent avoir un lieu pour pouvoir réaliser des activités, un lieu d'animation là, de la politique culturelle. Et ça, c'est arrivé aussi la même année. Donc, c'est la reprise là, du bâtiment qui était le Centre d'art pour en faire le Carrefour culturel Paul Médéric qu'on connaît bien aujourd'hui, là, qui a célébré ses 10 ans. Mais avec ça aussi, il y a plein d'autres choses qui ont été réalisées, qui ont été mises en place. Puis il y avait un avantage important aussi à faire une politique culturelle, c'était le fait quand même qu'il y avait un lien avec le ministère de la Culture, et le ministère de la Culture subventionnait aussi la réalisation de ça. Donc, il y a eu de l'argent, du nouvel argent aussi qui a été injecté par rapport à ça, par rapport au fait qu'on a adopté notre politique, qu'on a des plans d'action. Alors, le ministère continue de nous appuyer là-dedans aussi, là. Alors, au mois de mai, donc, on va se rencontrer pour les 4-5 prochaines années, là, parce que c'est un plan pour nous projeter dans le futur. Oui. Bien, pour nous projeter dans le futur, on a commencé par un exercice de bilan. Dans le fond, c'est sûr qu'on a fait le bilan du dernier plan d'action qui était 2010-2014. Donc, on a fait ce bilan-là, et ce bilan-là nous a amené quand même à constater que 80 % quand même des actions... C'est une bonne moyenne, ça? Oui, c'est une bonne moyenne au bâton. Donc, 80 % des actions ont été réalisées. Donc, c'est sûr que
C'est un beau constat, c'est le fun, puis il y a, comme vous mentionniez, une bonne base sur laquelle on peut s'appuyer. Alors oui, on poursuit là-dessus. Donc, c'est sûr que, tu sais, on ne fait pas table rase, puis on recommence à zéro. Donc, on poursuit là-dessus. Il y a des choses là-dedans qui sont toujours d'actualité, qu'on peut garder encore, qui se prêtent encore bien, puis à l'intérieur de laquelle on peut réaliser des projets. Puis, il y a sans doute des nouvelles choses aussi qu'on peut réaliser, qu'on peut attacher, qu'on peut inscrire dans ce plan-là. Et c'est aussi ça qu'on veut faire via la consultation, c'est permettre aux gens de s'exprimer sur des nouvelles idées, la nouvelle réalité. Bon, en 5 ans, quand même, il y a des choses qui changent, il y a des choses qu'on sait qui ont été réalisées, donc parfait. Donc, on passe à autre chose, où il y a des choses qui, parfois, ne l'ont pas été ou qui devraient l'être, mais qui n'étaient pas identifiées il y a 5 ans. Donc, c'est le temps, dans le fond, de l'inscrire. De se mettre à jour. De se mettre à jour et de voir plus loin. Donc, de voir jusqu'en 2021. Au moins. Au moins. Dans le fond, une consultation, c'est important que tous les paliers, que ce soit le politique, les privés ou organismes, viennent collaborer pas à l'élocution, mais je veux dire à la mise en place de ce plan-là. Là. Tout à fait. Tout le monde peut participer, qu'on soit politicien, qu'on soit citoyen, maman, papa, qu'on soit un jeune, un adolescent, par exemple, qu'on se sente concerné par la culture à Baie-Saint-Paul, qu'on soit un formateur culturel, qu'on soit un artiste dans art visuel ou autre secteur, littérature, etc., un représentant ou un amateur de patrimoine bâti. Tout le monde, c'est large la culture. Oui, c'est large. C'est large. Donc, c'est sûr que tout le monde peut avoir un souhait ou des choses qu'ils aimeraient voir se réaliser ou des réflexions qu'ils peuvent partager à ce moment-là. Donc, c'est l'occasion qu'on amène pour pouvoir le faire. Là. Alors, cette soirée-là va rassembler, on appelle ça comme un brainstorming ou un brasse-ménage. Oui. Pour en arriver à établir les bases de ce qui s'en vient. Y a-t-il des choses qui déjà sont précurseurs, annonceurs de ce qui peut s'en venir, qui sont dominants dans le portrait culturel dans les prochaines années? C'est sûr qu'au courant des dernières années, on a travaillé beaucoup sur le développement le développement de l'offre, mais la diversification de l'offre culturelle, puis aussi au niveau de l'accessibilité. Okay. Donc, l'accessibilité du point de vue du coût, mais du point de vue du moment, par exemple, où on offre l'activité ou du lieu. Donc, vraiment, au niveau du développement de l'offre, diversification de l'offre, je pense que ça va être des éléments qui vont demeurer, c'est sûr, c'est général, puis c'est des choses sur lesquelles on peut toujours travailler. Puis, tu sais, quand on parle d'accessibilité, bien, on pense d'accessibilité à différentes clientèles aussi. On pense effectivement à l'argent, mais on pense aussi à l'accessibilité. Je parlais aux jeunes, à nos adolescents, je parlais par exemple peut-être à nos aînés. Donc, tu sais, le moment, dépendamment de quand on fait l'activité, bien, peut-être que ça peut intéresser une clientèle plus qu'une autre. Donc, accessibilité vraiment à son sens large. Là. Alors, c'est pas exclusivement pour dire on va travailler de l'aspect culturel pour attirer du tourisme. C'est pour la population. C'est pour la population. En fait, c'est un outil. C'est un outil de la Ville de Baie-Saint-Paul. La Ville de Baie-Saint-Paul, elle donne un service à qui? Elle donne un service à ses citoyens d'abord et avant tout. Et en principe, normalement, dans le fond, c'est que quand ça se transforme dans une industrie touristique, ça veut dire que c'est quand même bien accepté collectivement. Donc, on en est fiers, on en fait la promotion. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours le point de vue du tourisme culturel qui vient aussi, mais ça s'adresse d'abord et avant tout aux citoyens. Parce qu'il y a l'événementiel qu'on connaît, genre les gros événements comme le Festif qui viennent d'annoncer leur nouvelle programmation, Rêve d'automne et compagnie. Ça joue un rôle, ça fait partie de notre culture en tant que municipalité, mais le culturel, c'est le quotidien aussi par rapport à ce que le Carrefour culturel Paul Bénéric peut offrir comme exposition, comme activité, comme formation et autres. Oui, bien, les acteurs que vous avez nommés sont partie prenante de la chose aussi, c'est-à-dire que la Ville ne réalise pas à elle tout seule tout le rayonnement que Baie-Saint-Paul, dont Baie-Saint-Paul bénéficie
au niveau touristique, au niveau québécois, c'est pas, je veux dire, c'est pas la ville qui porte ça tout seul sur ses épaules. C'est justement la force du milieu, là. Donc, tous ces acteurs-là qui font, oui, des gros événements, mais qui font aussi d'autres choses qui font les événements, ils les font aussi pour leurs citoyens, là. Mais c'est sûr que c'est devenu plus grand que ça, plus large que ça, et ça attire maintenant des gens de l'extérieur pour la qualité de ce qu'on offre. Alors, c'est super, mais la Ville n'est pas toute seule à apporter ça, et ces acteurs-là sont au cœur de ça aussi, sont au cœur de la politique culturelle. La culture, c'est de l'information, c'est de l'animation, mais en même temps, c'est économique parce que ça a des retombées. Bon, c'est sûr. On va pas sortir de là. C'est tout à l'avantage de la municipalité d'avoir un bon plan d'action, puis qui, de fait, ait de l'impact, puis que tout le monde se sente partie prenante. Alors, de là, l'activité organisée le 3 mai pour faire en sorte d'avoir un échange avec tous les intervenants du milieu. Oui, bien, pour, dans le fond, préparer le 3 mai aussi, on invite les gens à consulter la section consultation publique du site Internet dans lequel on a mis les documents, donc le bilan dont je parlais tout à l'heure, il est là, donc on peut voir les actions qui ont été réalisées par rapport à les projets qui ont été réalisés par rapport à chacune des actions. Puis, on a préparé aussi un guide du participant. Ah, OK. Donc, où déjà, on a identifié là, quelques éléments, puis pour que les gens commencent peut-être aussi des fois à réfléchir, ou les gens peuvent compléter le guide du participant, puis nous le remettre également s'ils ne peuvent pas être présents, par exemple, là, à l'activité. Ça, c'est possible aussi. Parce qu'il va y avoir des petites plénières, il va y avoir de l'animation faite sur place selon les différents sujets, oui. les thèmes. Oui, donc il y a des petits ateliers qui sont prévus pour qu'on puisse discuter, que les gens puissent discuter, évidemment, puis que tout le monde puisse parler. Puis par la suite, il va y avoir un retour en plénière. Là, il va y avoir différents animateurs pour animer la soirée. Puis après ça, vous allez colliger l'ensemble de l'information, puis vous allez produire le résultat du plan. Exactement. Qui va être annoncé à la population. Oui, il va être dévoilé par la suite. Bon, bien, écoutez, il y a du travail sur la table, comme on dit. En fait, ce qu'il faudrait mentionner aussi, ce qui est important, c'est vraiment, par contre, ce serait vraiment préférable de réserver parce que comme c'est à 17h, on a choisi cette formule-là pour faciliter là, tout le monde. Donc, on offre un petit lunch qui va être servi. Donc, c'est préférable de réserver pour qu'on puisse commander le nombre de lunchs suffisant. Suffisant. Alors, on peut contacter, c'est Pascal qui va prendre les informations au 435-2205. 435-2205, poste 6250. Bon, alors, on répète, c'est effectivement le 3 mai au Carrefour culturel Paul-Médéric que ça se passe. C'est dans le but d'établir un plan d'action pour la politique culturelle de Baie-Saint-Paul. Et c'est très important, c'est pour les prochaines années. Alors, déjà, on connaît un bon air d'aller. Il faut juste lui insuffler encore une fois une nouvelle poussée, quoi. Tout à fait. Merci, Mme Saint-Gelais. Merci à vous. Alors voilà, déjà une autre émission à votre service de terminer. J'espère que le contenu de cette émission vous a plu, comme vous avez pu voir et le constater. Plusieurs sujets sont à l'ordre du jour. Parlant de sujets, nous invitons à nous contacter ici à TVCO pour faire en sorte qu'on puisse peut-être vous mettre à l'horaire et venir jaser ensemble des différents sujets qui vous tiennent à cœur. Pour le faire, contactez-nous à TVCO au 88-435-5134. Quant à moi, je remercie la Bibliothèque René Richard qui nous accueille de semaine en semaine pour l'enregistrement de cette émission. Merci également à Normand Gauthier qui a fait la technique aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt, la semaine prochaine, entre autres. Bonne semaine.